Salut, moi c'est Patrick et dans Opinion Populaire, je vais t'expliquer pourquoi mercredi j'ai trouvé ça pourri. Alors, tous les goûts sont dans la nature, ok. C'est une série pour ados, ok. Mais quand t'éclates la logique et les codes de la fiction, pas ok. Mercredi, c'est pas écrit par Tim Burton, mais par les showrunners de Smallville. C'est pas un jugement de valeur du tout. Qui ont même produit Hannah Montana le film. Là, c'est un jugement de valeur. La famille Addams, c'est quoi ? C'est un univers dans lequel les codes de l'humour noir et les codes de l'horreur fonctionnent main dans la main. Alors j'ai envie de te dire qu'on part déjà très mal. Tim Burton, c'est le réalisateur qui m'a donné goût au cinéma, avec Édouard Romain d'Argent. Et le stigmate récurrent des films de Burton, c'est l'ode à la différence. Évidemment, c'est pas son seul thème de prédilection. On pourra penser à l'esthétique gothique, au creepy et à l'humour noir. Mais en gros, une série sur la famille Addams, c'était du pain béni pour lui. Et si t'es fan de cinéma et que t'es fan de Tim Burton, à mon avis, tu vas pas aimer mercredi. Ceci dit, je me dis que ça fait quand même un petit moment que Burton n'a pas fait du Burton quali. Et pourtant, en regardant la bande-annonce officielle de mercredi, j'étais hypé de ouf. J'ai une règle d'or. Si j'aime bien l'ambiance qu'instaure une bande-annonce en moins d'1 minute, j'arrête la bande-annonce et j'attends la sortie de la série, du film ou tout ce que tu veux. Tu trouves pas qu'il faut être un peu maso pour regarder 3 minutes de bande-annonce ? Genre tu te spoil tout ? La première minute de la bande-annonce, donc. D'abord la composition musicale. Lente, avec des sonorités stridentes. Elle donne du mystère, de l'intrigant à l'ambiance. Posée sur les plans au ralenti, c'est top. Ensuite, tu remarqueras un dévoilement progressif du personnage de mercredi. Le dos, la coiffure, les bottes, les yeux, en gros plan, on la voit mal. Mais c'est hyper intelligent. Un personnage insaisissable pour le cadre, c'est un personnage dangereux. Et ça, c'est un code du cinéma d'horreur, notamment du slasher, comme Halloween, Les Griffes de la Nuit, Vendredi 13. Code qui pour ta culture générale a été proposé pour la première fois en 1922 par Murnau avec son film Nosferatu, et qui a trouvé ses lettres de noblesse avec M le Maudit de Fritz Lang en 1931. Revenons à la bande-annonce de mercredi. Tout à l'heure, je te parlais de Tim Burton et de l'ode à la différence. Là, on est en plein dedans. Mercredi, elle est isolée au milieu du cadre, elle se tient droite, elle est habillée tout en noir, elle est nette à l'image. Le reste de ce qu'on voit à l'image est en totale contradiction avec ce qu'elle est, elle. Les autres étudiants sont en groupe, ils sont habillés de manière colorée, ils se tiennent mal et ils sont flous dans le cadre. Mais n'oublie pas, pour l'instant, le découpage met en scène mercredi de manière dangereuse. Ça veut dire que sa différence la rend aussi plus forte que les autres. Quand bien même les autres pourraient penser le contraire. On a une transition aquatique, image d'un environnement qui essaie de noyer mercredi. La caméra sort de l'eau et s'élève au-dessus de la piscine, comme si on voyait au travers des yeux de quelqu'un qui ne se laisse pas noyer par les autres et qui finit même par les dominer spatialement. Mercredi arrive sur le bord de la piscine, elle s'arrête face à la caméra et comme par hasard, le cadre arrive enfin à nous dévoiler son visage dans son entièreté. Elle est glaciale, elle parle d'un ton monocorde, seule la partie basse de son visage bouge, elle ne cligne pas des yeux, elle est sûre d'elle, et l'intimidation qu'elle subit ne l'effleure pas le moins du monde. On est face à Terminator, quoi. Dans ses mains qu'elle élève au niveau du cadre, 2 sacs de piranha. Danger. Elle les lâche dans la piscine dans laquelle les bullies de son frère nagent, frayeur sur leur visage, cri d'horreur sur le grand classique d'Edith Piaf, non, je ne regrette rien, rictus pervers de la part de mercredi, le bully principal se fait dévorer les coups, elle jubile, on jubile, c'est horrible, mais c'est drôle à la fois, c'est burtonien, c'est addamsien, c'est une petite leçon de cinéma. Ma foi, ça a l'air génial. Et après avoir vu l'épisode pilote, je peux te dire que c'était de la merdasse. Alors, épargnons-nous les détails, j'ai regardé 2 épisodes, j'ai fait mon avis. Que ça te plaise ou non. Sois logique, après avoir mangé 2 fois du caca, tu réessayes pas 6 nouvelles fois pour voir si ça a pas un petit goût de chocolat. Tout ce qui aurait pu faire l'identité de la série, le mélange entre humour noir et horreur, l'hommage au slasher et l'ode à la différence... je sais pas où c'est passé. Moi j'ai simplement vu que ça avait laissé sa place à une chimère entre Harry Potter et Twilight. Insipide, fade, vide. Alors va falloir déjà oublier les codes du slasher qu'on a vu ensemble dans la BA. Parce que mercredi, elle était pas en chemin pour commettre un crime, elle était en chemin pour sortir son petit frère d'un casier. C'est plus un danger là, c'est une sauveuse. En gros, son frère s'est fait bully, il s'est fait enfermer dans un casier avec une pomme dans la bouche, dont il aurait très bien pu se débarrasser pour crier et appeler à l'aide, mais bon, la logique. Attends. Je sais ce que tu vas me dire. C'est une référence au film des années 90. Oui,
Mais non, c'est un truc de mercredi que de mettre des pommes dans la bouche aux gens qu'elle martyrise. Et ça a une consonance drôle. Question, est-ce que tu trouves ça drôle? So humorous, I dying laughing. Et est-ce que c'est mercredi qui vient de violer son frère? Et va pas me parler de traumatisme, parce que si mercredi elle est capable de mettre des piranhas dans une piscine, imagine ce qu'elle a déjà pu faire subir à son petit frère. Et du coup, partant de ce principe, il ne devrait pas voir mercredi comme une sauveuse, mais bien comme un démon. Alors pourquoi mercredi, elle est déjà dévoilée entièrement dans le cadre? Et surtout, pourquoi avant la scène des piranhas? Elle est dangereuse ou pas? À cette question, j'ajoute un moment qui arrange pas les choses. C'est au moment de sa vision. Déjà, tu pourras me dire ce que tu veux, mais c'est hyper mal joué et hyper mal mis en scène. Ça fait nanar avec pas beaucoup de budget. Tu la trouves dangereuse à ce moment-là, toi? En plus, je suis sûr qu'ils auraient pu faire un truc plus spooky, qui donne plus de crédit au personnage. Un truc comme ça. J'ai une autre question encore plus importante. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de voir cette scène entre Pugsley et Mercredi? Eh bien moi je te dis que non. Parce que l'enjeu de cette scène était déjà compris de tous en une seule phrase. Je suis la seule à avoir le droit de martyriser mon frère. Au cinéma, comme dans toute œuvre de fiction, c'est en laissant ton public se servir de son imagination que tu étoffes ton univers. À trop en dire ou trop en montrer, tu le cloisonnes. En dire trop, c'est en évoquer moins. On n'avait pas besoin d'entrer dans les détails. Surtout pour voir un gamin qui a pas l'air blessé et pas méchamment ligoté. Cette scène, elle existe pour faire une référence moyenne et faire comprendre que Mercredi a des visions. Le tout dans une mise en scène qui donne de la faiblesse au personnage. Petit point timecode, on n'a pas fait 2 minutes d'épisode. C'est déjà mal barré. Du coup, quand on arrive à la scène des piranhas, ça jure avec tout ce qu'on vient de voir plus tôt. Dans les premiers plans, on construit un personnage fort. Dans la scène avec Pugsley, on construit un personnage plus faible. Et dans la scène des piranhas, elle redevient forte? On remet le même avec la tête d'Oberyn ou pas? Mais tu vois, ces différences, elles ont beaucoup de valeur. Ce sont des vrais cas d'école pour faire comprendre l'importance du travail de montage dans un récit filmé. D'ailleurs, pour ta culture générale, c'est en 1923 que Sergei Eisenstein, un formaliste russe, écrit Le montage des attractions. Un manifeste décisif pour le cinéma qui décrète bel et bien que le montage est la clé du langage cinématographique. Par la suite, on va découvrir une menace hors champ, donc invisible pour le cadre. Rappelle-toi les codes du slasher. Danger. Mercredi va arriver à l'école Nevermore, va rencontrer la directrice, Brienne, et ensuite elle va rencontrer son insupportable coloc, Enid Sinclair. Et ce personnage est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Elle est blonde, elle aime la couleur, elle est très expressive, elle parle beaucoup. En clair, c'est l'opposé de Mercredi. Mais on va bientôt remarquer que c'est aussi l'opposé de tous les autres étudiants de Nevermore. La fille différente attitrée, c'était pas censé être Mercredi? Et c'est à ce moment précis que la série tombe dans un écueil. Justement, la série s'appelle Mercredi, pas Nevermore. Alors je veux bien qu'on étoffe le récit avec de nouveaux personnages, mais la seule raison qui justifie l'existence d'Enid, c'est pour marquer la différence de Mercredi en la plaçant à côté d'elle. Parce que disons-le, hormis le fait que Mercredi soit toujours habillée en noir, le contraste entre elle et les autres étudiants, il est quasiment invisible. Et même, je veux bien que ce soit une série, machin. Tu trouves ça logique, toi, qu'on autorise à Mercredi de pouvoir s'habiller différemment des autres? Pendant ma rédaction du script de cette vidéo, j'ai regardé le Pinocchio de Guillermo del Toro et son making-of. Un des gars de l'équipe dit ça. Si tout est magique, alors rien n'est magique. Mercredi, la différente plongée dans un monde différent, elles se font dans la masse. Et je suis même pas sûr qu'on puisse dire que c'est la gothique de la classe. Surtout après qu'Enid présente les maisons, les clans de l'école. Il y en a 4 principaux. Des loups-garous, des vampires qui ont apparemment pas peur de la lumière du jour, des personnages avec des écailles de serpent. Non, ça me rappelle rien du tout. Non. Bref. Ensuite, on va apercevoir quand même une trace de l'humour noir de Tim Burton. On va découvrir le cadavre d'un scout tué plus tôt dans le film, éparpillé façon chocolat de Pâques. Puis vient le cours d'escrime. Si tu connaissais un peu le personnage de Mercredi au travers des débuts de la série ou au travers des films précédents de l'univers de la famille Adams, t'oublies. La fille machiavélique, calculatrice, vengeresse, qui évite les interactions sociales, c'est du passé. Maintenant, c'est une fille qui veut jouer à la guéguerre en provoquant sans raison une fille de son bahut. C'est moi qui ai la mieux, c'est moi qui ai la plus forte, et je respecte même pas les règles de l'escrime. C'est un comportement puéril, on est d'accord. Je parlais pas de mon imitation, hein. Et puis elle a appris à se battre comme ça, ça colle pas avec le personnage. Bref,
Elle perd son duel, elle se retrouve à l'infirmerie, elle rencontre un nouveau personnage différent, Rowan, et là, c'est la goutte d'eau. Mercredi va être secouru héroïquement par son proche chevalier. Petit point timecode, on est à 25 minutes de l'épisode pilote. Mercredi s'est fait construire, déconstruire, reconstruire, redéconstruire. À quel moment ça s'arrête en fait? À quel moment on fixe l'identité de ce personnage? It's time to stop! It's time to stop, okay? Alors attention, j'ai rien contre un peu d'héroïsme, mais tu trouves ça logique, toi, que la personne qui va me faire des cabrioles de fou, dans son cours d'escrime, elle se fasse sauver d'un accident qu'elle aurait pu éviter de 36 manières différentes? Elle tombe dans les pommes en plus. Alors, on a tous nos moments de faiblesse, mais par rapport au montage et par rapport au récit, c'est trop tôt pour montrer ça. Rappelle-toi ce que je t'ai dit par rapport au montage des attractions. 2 minutes avant, c'est la duelliste hors pair, et 2 minutes après, c'est la demoiselle en détresse. Bon, pour la suite, on va faire court. Discussion avec son sauveur, la main vivante, la chose, se fait cramer en flag par Mercredi pendant sa filature, et ensuite elle va chez la psy. Chez la psy, Mercredi fait allusion au genre de blague morbide qu'elle peut faire. Ce qui est censé être le noyau de la série est traité de manière anecdotique en moins de 10 secondes. Mais bon, c'est pas grave, on n'est plus à ça près. Elle s'enfuit, elle répare une cafetière, elle corrige 3 pèlerins façon Jackie Chan. La sauvée redevient la guerrière. Reconstruction. Elle joue du violoncelle, a une conversation introspective avec Enid, va à la fête foraine avec son petit serveur à la cafetière cassée, elle tente de s'enfuir, elle a une vision. Rowan est en danger, elle veut le sauver, finalement il veut la tuer, alors que 2 secondes plus tôt, il la fuyait. Elle est à nouveau en position de faiblesse. Redéconstruction. Elle suppose que c'est lui qui a essayé de la tuer plus tôt, mais anachronisme, à ce moment-là, il n'était pas encore censé avoir de raison de la tuer. Donc s'ils n'ont pas raté leur série à ce point-là, on devrait découvrir qu'en fait c'était pas lui pour la première atteinte à sa survie. Sauvetage numéro 2 par un monstre burtonien qui rappelle par contre un petit peu le professeur Lupin de Harry Potter, mais en plus cheap. Et je sais pas si je te le rappelle, mais le prisonnier d'Azkaban, c'est sorti il y a 18 ans. Bon. C'est quoi l'enjeu de cet épisode pilote? Entre Mercredi, qui est un personnage versatile, qui a un petit peu tout à la fois, l'univers qui emprunte à Twilight et Harry Potter, tout en posant une skin famille Adams dessus, l'humour noir faiblard et puéril, ben on va pas bien loin. Le personnage de Mercredi, en fait, il a rien de spécial. Des filles comme elle, froides, à la punchline facile, j'en ai rencontré plein quand j'étais jeune. Et elles s'habillaient pas gothique, genre. Bon, ok, j'étais une victime. Je suis une victime. Et puis même les filles qui avaient un style gothique, ben c'était celles qui étaient les plus ouvertes d'esprit. Je m'égare. En fait, Mercredi, c'est une ado tout ce qu'il y a de plus classique. Dans la série, elle est censée incarner l'archétype de la différence. Et pourtant, elle évolue dans un environnement où sa différence se remarque à peine. Résultat des courses, la série ne peut pas autant jouer de la différence de son protagoniste que si Mercredi était resté dans l'univers de la première école. Mais Patrick, tu prends ça au sérieux, c'est une série légère, c'est pour ados, mais t'as raison. Et je suis pas plus que ça attaché à l'univers de la famille Adams, même s'il est fun. Mais tout change au moment où tu mets à la réalisation un auteur comme Tim Burton, à qui tu donnes un univers adapté comme la famille Adams. Le rêve quoi. Ce que je te dis en fait, c'est que c'est pas à la hauteur, c'est du gâchis. Alors probablement, Burton, il a été bridé dans ses ambitions narratives et esthétiques par les showrunners de la série. Et même si les producteurs exécutifs, c'est pas le seul, et en plus, il réalise que 4 épisodes sur 8. Forcément qu'il a moins la main sur le contenu final. Et quand je constate toutes ces choses, j'ai envie de me dire que finalement, son nom était là que pour vendre la série. Mais vous savez, parfois il faut savoir laisser une seconde chance. C'est pourquoi dans l'épisode 2, j'ai largement pu apprécier quelques tours de magie, une petite balade dans la forêt interdite et... la deuxième épreuve de la coupe de feu. C'est tout pour moi, c'était Patrick dans Opinion Populaire. Attends, t'en vas pas, je reviens pour quelques secondes. Je vais être un peu contradictoire, mais c'est pour des bonnes raisons. Une scène de Mercredi est devenue virale sur internet, je t'apprends rien, c'est la scène du bal étudiant. Je pourrais te dire que la séquence pose des problèmes en termes de logique, mais je peux que reconnaître qu'elle ait du sens pour beaucoup. Parce que si on détache cette séquence de son récit,
Alors on constate ce qui fait sa force. C'est une ode à la différence. Un film peut être très réussi en termes de respect des codes, en respect de sa logique. Il peut ne pas forcément marquer. Et la force de Mercredi, c'est quand même d'avoir marqué. Si j'ai fait cette critique, moi c'était surtout pour m'amuser. C'était pas forcément pour vous convaincre que c'était mauvais. Et si vous l'avez aimé, c'est tant mieux pour vous. Albert Dupontel, auteur cinéaste français, disait un truc dans une interview qui m'a toujours marqué et je pense qu'il est important de répéter. L'avis des autres, on s'en fout. Tout ce qui compte, c'est ce que vous avez pensé d'un film. Vous êtes votre meilleur critique. En espérant malgré tout que ma critique vous ait amusé, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Salut!